Aujourd'hui, je suis à La Réunion, je reçois le docteur, enfin il me reçoit dans son cabinet, le docteur de Chazourne, qui est une figure de la résistance réunionnaise à la vaccination. Et en fait, avant qu'il ne nous parle du vaccin, j'aimerais bien qu'il nous parle de son passé médical et de ce qu'il fait, puisqu'il fait des choses qui, moi, me passionnent. Nous relayons sur le Courrier des Stratèges. Nous avons chaque dimanche une longue édition médecine naturelle, enfin une longue édition, nous faisons de la médecine naturelle. Et vous, en fait, vous avez des pratiques médicales tout à fait extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, moi, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je suis un professionnel du doute. C'est étonnant, hein, pour un médecin. Mais le doute, finalement, c'est l'adage de tout médecin qui se respecte. Et en fait, j'ai été totalement déformé par la Haute Autorité de Santé. Étonnant, hein. J'y ai passé pendant 10 ans. C'était l'ANAS avant, Agence Nationale d'Accréditation et la Santé. C'était à Maison-Alfort, de mémoire. Qui est à côté du Stade de France, donc ça permet d'entendre les joyeux bruits du Stade de France. Et vraiment à 30 mètres, la Haute Autorité de Santé, juste à droite du Stade de France quand vous sortez de la station. Et c'est quoi la Haute Autorité de Santé? Balance bénéfice-risque, ne pas nuire, primo non serré, et puis évidemment ne jamais laisser un diagnostic en suspens, c'est-à-dire pas de perte de chance. Et je dis accessoirement parce que c'est devenu accessoire, on a l'impression, sans conflit d'intérêt. Voilà, sauf que à l'époque où j'y étais, entre 2000 Vous faisiez quoi là-bas? J'étais correspondant à La Réunion, nous y étions deux, pour mettre en place ce qu'on appelle les outils de la qualité. Chose qu'on a, c'est disparu du Larousse, on a l'impression. Les outils de la qualité, c'est quoi? C'est dans une démarche qualité. C'est par exemple les revues de pairs, les visites de pairs, pour lesquelles d'ailleurs, avec mon collègue, nous avons le premier prix de recherche en médecine générale en 2004, décerné au CNIT à la Défense. La visite de pairs, c'est en fait réfléchir entre collègues, sans hiérarchie, sur la mise en place de recommandations, parce que la notion de recommandation ne peut être faite que par cette autorité de santé. Toutes les autres organismes, ça ne peut pas s'appeler recommandation, ça peut s'appeler préconisation, mais le mot recommandation, il y a un côté juridique derrière, alors attention quand on l'utilise. Donc on travaillait avec généralistes qui allaient voir des généralistes, des psychiatres qui allaient voir des psychiatres, pourquoi pas des infirmiers qui allaient voir des psychiatres, et dit tiens, face à un diabétique, parce que le sujet c'était la prise en charge du diabète qui est un vrai fléau ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a respecté à peu près les recommandations? Donc voilà, donc ça s'appelle les outils de la qualité, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais ces outils, on a l'impression qu'ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont allés, enfin si je sais un petit peu. Et puis il y avait des fondements comme l'amélioration du service médical rendu pour une prise en charge, une thérapeutique, un soin, une technique, ou le service médical rendu, la balance bénéfice-risque, enfin voilà, tout un tas de choses, et finalement je ne fais que mon métier depuis un petit bout de temps, depuis 1986, où je suis arrivé à La Réunion, fin 85, en tant qu'interne au départ et en tant que médecin libéral de médecine à Grenoble. Donc l'air des montagnes fait que c'est assez vivifiant et qu'on est obligé de descendre la piste. Et surtout, on ne peut pas la remonter. Donc quand on descend la piste de la qualité, ou qu'on la remonte, parce que des fois on remonte la piste de la qualité, c'est quelque chose qui est très stimulant. Et puis un parcours médecin un petit peu hospitalier avec de la régulation au centre 15. Donc c'est pas forcément tous des zigotos et tous des ulovalures quand même, parce qu'on doit prendre une décision médicale en 3-4 minutes. Et puis effectivement un itinéraire un peu de médecine que j'appellerais complémentaire, certainement pas parallèle en tous les cas, parce qu'il est hors de question de jeter tout le reste en dehors, donc intégrative, alternative, avec une formation, un diplôme en hypnose, en auriculothérapie, et puis l'EFT, l'acupuncture, tout un tas de choses merveilleuses qui font que, à partir d'un diagnostic précis, vous pouvez utiliser la médecine classique qui a des indications, l'allothérapie qui peut avoir des indications, mais l'immense majorité des cas, notamment en ce qui concerne les pathologies chroniques, qui est le grand absent de la médecine classique, peut être résolu totalement ou partiellement, toujours si possible avec un lien quand même avec la prise en charge classique, médecin traitant, infirmière, on n'est pas en dehors du circuit, on ne ferait plus que ça. Mais cette approche qui est tout le temps individuelle, qui est sûr c'est individuel, c'est pas des algorithmes, individuel avec un patient qui est face à vous,
prenant du temps, donnent des résultats extraordinaires. Et que ceux qui pensent que ce n'est que placebo, je les invite à lire quelques revues randomisées comme on aime bien, double aveugle, et puis pour lesquelles les résultats ne font aucun doute. Donc quelqu'un qui doute avec des études qui ne sèment aucun doute, ça sème le doute quand même. Parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que nos collègues, syndiqués, de l'ordre, n'aient pas cette petite lumière de dire, ah mais et si c'était vrai? Et on en revient évidemment à la crise Covid, parce qu'on est très vite dans la même logique. Ces études randomisées, double aveugle, qu'on a demandé à un certain professeur qui a un peu plus de cheveux que moi du côté du sud de la France, mais c'est inepte pour en avoir fait ici localement pour le chikungunya en 2006. Je sais ce que c'est pour l'avoir pratiqué, mis en place avec l'hôpital Tenon de Paris et puis d'ailleurs l'HP de Marseille, professeur de l'emballerie. Qu'est-ce que c'est qu'une étude randomisée double aveugle en pleine crise sanitaire? C'est impossible. Et nous l'avons vécu. Au bout d'un certain temps, il n'y avait que 100 personnes dans les deux bras, placebo et intervention. C'est trop tard. Une étude randomisée, c'est très long à mettre en place, des mois et des mois et des mois, ce qui est normal si on veut valider une technique, mais absolument pas adapté en crise sanitaire. Ça veut dire que c'est l'observationnel qui joue. Et l'observationnel, c'est comme ça que les scandales sanitaires sont ressortis, c'est comme ça qu'on a mis en évidence certaines pratiques, et quand on met en place l'observationnel, aux autorités de faire monter le niveau de preuve pour les rendre éventuellement randomisés. Avant que quand même nos auditeurs n'entendent vos propos qui sont extrêmement importants sur la vaccination de Covid, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous savez que les mots que vous venez de prononcer, auriculothérapie, hypnose, c'est des gens comme Mathias Vargon et un certain nombre d'autres du collectif No Fake Med vous accusent d'être des charlatans. Est-ce que ces pratiques sont encadrées par l'université, la faculté de médecine, par des hôpitaux, ou est-ce que ce sont des pratiques de rebouteux qui se cachent derrière un titre de médecin? Alors d'abord, j'invite, tous les charlatans vous invitent, monsieur les fake-checkers, à discuter argument sur argument. C'est ce que nous proposons à la RSIC depuis simplement 3 ans. Est-ce que la RS vous met des bâtons dans les roues? C'est un petit peu des bâtons, puisqu'ils m'ont interdit d'exercer par le tribunal administratif au mois de mars 2022 sur une plainte de juillet 2022. J'ai voulu faire quoi? Ça, je vous l'ai sorti exprès parce que je savais que vous veniez. Pas compliqué, c'est mon petit cornet du SAMU. Moi j'ai envie de savoir ce qu'elle avait, cette petite jeune là, de 17 ans qui, quelques heures après la vaccination, s'est plein de douleurs épigastriques, thoraciques. J'aurais bien aimé savoir. Non, de Chazourne, on n'a pas le droit de le dire. Madame le procureur, si vous voyez cette émission, je vous ai écrit 2 fois en lettre recommandée que vous avez réceptionné. J'ai les numéros de fiche, les dates, les téléphones, j'ai tout, et les photos d'écran. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Donc, je suis un pragmatique, un observationnel. Alors, est-ce que c'est encadré? Quel magnifique exemple que de vous parler d'un... Bon, je ne veux pas lui faire de la publicité, mais de quelque chose qui se passe à l'hôpital Necker, bourré d'anesthésistes réanimateurs qui sont complotistes, comme on le sait, un tout petit peu cartésien quand même, parce que je pense que c'est mieux si on ne veut pas qu'ils se trompent dans la dose pour endormir les gens, à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, sur l'acupuncture scientifique. D'ailleurs, le diplôme s'appelle diplôme interuniversitaire d'acupuncture scientifique. C'est pas les grandes théories chinoises qu'on respecte, c'est pas ça, savoir pourquoi ça marche. De multiples études montrent que ça marche, dans la prise en charge de la douleur, dans la prise en charge, par exemple, de patients cancéreux avec des effets indésirables de la chimiothérapie, pour lesquels on ne dira jamais aux patients de l'arrêter. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est insupportable de donner une drogue, un produit, où on sait de toute façon que ça va faire perdre les cheveux, donner des nausées, avec tout un tas d'autres effets indésirables, alors qu'il y a des techniques, je parle de l'acupuncture, mais il peut y avoir d'autres techniques que je maîtrise moins, qui permettent de soulager le patient. On a qui en face de nous? On a un patient. On n'a pas un espèce d'ordinateur avec lequel on va tirer, on tape là, puis voilà le traitement. Non, et ce patient, il est réceptif, effectivement peut-être à l'effet placebo, mais la médecine classique, c'est aussi 30%, 40% d'effet placebo. Il ne faut pas croire que le Vidal, que nous donne gentiment l'industrie pharmaceutique chaque année, enfin avant, maintenant il n'y a plus de papier, beaucoup c'est l'effet placebo. Sauf qu'avec ces médecines dites alternatives, au moins vous ne risquez rien.
Complémentaire, ce qu'alternative, ça veut dire l'un ou l'autre, la chimio ou l'acupuncture. Oui, mais s'il y a de la lumière dans cette salle... les deux en même temps. Oui, mais cette lumière dans cette salle, c'est de l'alternatif. On est bien d'accord. Donc c'est sans arrêt comme ça. C'est pour ça que je préfère complémentaire, parce que dans notre besace de médecins, vous avez de l'allopathie, et puis vous avez à côté ce que vous voulez faire. Donc j'aime bien le terme complémentaire. Bon, c'est vrai qu'intégratif, c'est pas mal, on intègre. Mais alternative, c'est vrai que c'est les... Bon, voilà. Donc voilà, de toute façon, il ne faut pas rêver. C'est malheureusement ou heureusement, les patients ont bien compris ce qui se passe depuis 3 ans et se sont désengagés pour beaucoup de leurs médecins Vous traitants. aviez commencé à parler de l'hôpital Necker et des pratiques... Alors c'est l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Kremlin-Bicêtre, des pratiques complémentaires. Est-ce que vous nous donnez 3-4 exemples pour que les gens mesurent bien que ce n'est pas... Prise en charge de la sciatique. Prise en charge de la sciatique aiguë. Prise en charge des rhumatismes chroniques qui durent depuis des années et des années. Et ça, ce DU, il est chapeauté. Bon, pas un service qui est un peu administratif, c'est que la réanimation neurochirurgicale de Kremlin-Bicêtre. Donc c'est un petit peu administratif peut-être. Donc, mais simplement écoutez. Or, le gros reproche que je ferais à la médecine classique, c'est que c'est des œillères. Et pourquoi on a des œillères? C'est des œillères liées à la formation. Dès la première année de médecine, la formation du médecin, et encore plus à ce jour, sont totalement financées par l'industrie pharmaceutique, bientôt par les assurances et par l'État, avec un cahier des charges des formations. Donc c'est sûr, si l'État, l'industrie ou l'assurance ne veut pas parler de médecine complémentaire, qui au niveau lobbying, effectivement, n'est pas forcément là pour enrichir beaucoup de personnes, eh bien ils n'en sauront rien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, il y a une interne à Kremlin-Bicêtre qui fait sa thèse sur la médecine alternative. Donc il y a quand même des jeunes qui commencent à comprendre, mais bien sûr, ne jetons pas tout, mais acceptons d'autres entrées. C'est pour ça que le doute chez un médecin, c'est ce qui sauve le patient en fait. Un médecin, vous rentrez dans là, puis de toute façon, oui, bon, ça y est, mon ordonnance est toute prête. Pas bon. Nous ne sommes pas constitués un organisme avec des boîtes comme ça, sans aucune corrélation. Tiens, je m'occupe de ton tibia, là c'est de l'estomac. Non, il y a des corrélations. Et des exemples, par exemple, puisque vous m'en demandiez, en auriculothérapie ou en acupuncture, la prise en charge de la dépression. La dépression avec ce côté émotionnel, qui est très rattaché au méridien du cœur. Et donc voilà, et puis tout ce qui est colère, là c'est le foie, mais je ne vais pas faire un cours sur l'acupuncture, simplement pour expliquer qu'il faut s'attarder à cette médecine, et de toute façon c'est le patient qui va choisir la médecine de demain, et cette médecine de demain, malheureusement, se fera probablement sans les médecins actuels. Ils ont bien beau défiler dans la rue, même avec l'ordre des médecins, bon, ils ne trompent personne. Donc les patients, heureusement, ils sont là. Dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs, on a cette notion de patient expert. Patient expert parce qu'ils sont atteints d'une pathologie chronique, souvent, mais ils en savent beaucoup plus que le médecin. Face à ça, le médecin, il doit dire quoi? Ne me dites rien, c'est moi qui sais, j'ai mon bouquin. Non, apprenez-moi. Le médecin, au bout d'un certain nombre d'années, c'est un homme d'expérience, sa propre expérience, mais qui est faite par l'expérience de ceux qui reçoivent, celles et ceux. Donc voilà, médecine alternative, médecine... alors tout ça, c'est de toute façon, on peut mélanger, mais c'est une autre médecine, médecine du sens. Médecine qui a un sens, une médecine du sens. Une médecine qui a aussi un argumentaire scientifique. Et j'invite encore à tous ces fact-checkers à venir et on discute. Prise en charge de la colique néphrétique, prise en charge du mal de dos. Je me rappelle très bien alors c'était avant la Haute Autorité de Santé, c'était l'ANAS, Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé, où on parlait justement du mal de dos, parce qu'on élaborait des recommandations. Des recommandations, c'est ensuite envoyé aux 120, 130 000 médecins. Mal de dos, et il y avait quelque part, je me rappelle très bien comme si c'était hier, oui, l'ostéopathie, de toute façon, ça marche pas. Ok, donc c'est validé, ça marche pas. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun ostéopathe qui est dans le groupe de travail. Donc c'est sûr qu'il ne va pas apporter l'argumentaire. On voit bien qu'aujourd'hui, n'étant pas ostéopathe et ne connaissant pas trop cette pratique, il y a plein de gens qui vont vous dire, écoutez, ça a marché. Je ne sais pas pourquoi, moi, mais ça a marché. Donc faisons des études. Il y a aussi beaucoup d'études en ostéopathie. Donc tout ça, c'est en train de changer. Et puis voilà. Donc les plus belles années de médical sont à venir pour celles et ceux qui acceptent d'avoir des œillères un petit peu en dehors du champ de vision.
Dites aux auditeurs ce qu'est l'EFT. Alors, l'EFT, c'est pour Emotional Freedom Therapeutic, technique. C'est quelque chose qui vient des États-Unis, qui a été mis en place notamment ici par Jean-Michel Guret, qui nous a formés à La Réunion. Bonjour Jean-Michel, si tu nous écoutes. Qui s'attache à l'émotion. Et que, bon, ça aussi, les fact-checkers parlent de tapping sur des points d'acupuncture. Alors, c'est effectivement, c'est des points d'acupuncture. Alors, placebo ou pas, j'en sais rien, mais néanmoins, il a eu beaucoup de résultats, notamment à Haïti, après les tremblements de terre. Donc, l'EFT. Alors j'ai suivi quelques formations, pas jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas tout faire, mais je pense que c'est aussi une porte d'entrée sur l'EFT. Voilà, c'est une technique qui paraît intéressante et pour lesquelles les patients, qui sont quand même les seuls juges, c'est pas le livre le juge. Celui qui est juge, c'est le patient qui semble avoir satisfaction. Donc pourquoi en empêcher? De ce point de vue, est-ce que vous diriez que la gestion du Covid au sens large, l'interdiction de prescrire certains médicaments par décret, l'obligation de se vacciner, ou en tout cas la très forte incitation à se vacciner, le primat du vaccin, l'interdiction de critiquer le vaccin, est-ce que ça a été une prise de pouvoir des extrémistes de l'allopathie sur la médecine? Ce qui est sûr, ce qui est intéressant, c'est que les résistants, notamment chez les médicaux, pas forcément médecins, mais les médicaux, étaient attirés par ce genre de médecine. Mais on n'est pas attiré par hasard, on est attiré parce qu'on s'aperçoit que la médecine d'aujourd'hui, mais c'est que du lobbying. Alors, ça fait 20 ans que l'ordre m'attaque. J'y suis allé, mais peut-être des dizaines de fois. J'ai jamais perdu d'ailleurs. Ils vous ont attaqué pourquoi? La première fois, ça devait être dans les années 2000, parce que je dénonçais le charter qui allait en Afrique du Sud, avec plein de médecins d'ici et familles, dans les grands hôtels d'Afrique du Sud, pour faire des cours, avec des profs d'ici d'ailleurs. Stop. Financé par des laboratoires. Donc, il y a sans arrêt des congrès à Maurice pour ça, et puis des congrès ici. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris que oui, même si la loi anti-cadeau, ok, on doit respecter, c'est plus dans le médecin, ok. Énormément de médecins mangent matin, midi, soir, je ne parlerai pas de la nuit, avec des délégués, on ne parle pas de produits. Non, mais au fait, tu travailles pour quel labo? Ah, ok, j'y penserai. Donc on est dans un vrai impact sur la prescription. C'est pas un impact, c'est une prescription en elle-même. Parce qu'on s'aperçoit d'ailleurs très bien, c'est très très drôle, quand vous avez un expert. Parce qu'ici les experts qui viennent de métropole, c'est jamais des chefs de clinique d'hôpitaux, c'est toujours des chefs de service. Et quelques semaines après, demandez à la Sécu, il y en a un qui vient vous vendre du Gardasil, parce que j'ai été quand même le premier en France en 2006 à l'avoir dénoncé. J'ai fait plusieurs interviews au Parlement européen avec Michel Rivasi. Les courbes augmentent. Vous avez quelqu'un qui va vous vendre des sartans pour le cholestérol, des choses comme ça. Quelques jours après, les prescriptions augmentent. Non, je ne suis pas sensible à l'industrie. Est-ce que le docteur Dupagne disait non, je ne suis pas corrompu parce que je suis corrompu par tout le monde. Ça n'a aucun sens. Donc bien sûr, ça influe. Le problème, c'est que ces médicaments, justement, ce n'est pas des médicaments d'huile essentielle, d'homéopathie ou je ne sais pas, d'acupuncture, les aiguilles, c'est des médicaments qui coûtent très très cher. Et qui c'est qui paye? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et payer quelque chose qui a potentiellement des effets indésirables, qui n'a pas forcément montré une efficacité énormément dans le cadre de l'AMSR, justement, l'amélioration du service médical rendu, ou du SMR, certificat médical rendu, décidé par la commission de transparence de la chasse de la Haute Autorité de Santé. C'est un peu dommage quand même. Moi j'aimerais bien que mes impôts ils servent à financer de la recherche, de ces médecines. Alors peut-être que ça ne marche pas du tout. Ok, on acceptera, ok. Bien que pas, ça ne marche pas. Et évidemment que ça marche. Donc si cette recherche, qui nous est impossible, parce qu'en médecine alternative, j'ai tenté de faire de la recherche ici, on nous a dit, l'intérêt de l'auriculothérapie dans la prise en charge de sciatique aiguë, quand vous la faites vous-même et que vous voyez qu'en quelques minutes, chez un soignant, vous n'avez plus aucun symptôme, alors que ça traîne depuis des mois et des mois, avec une énorme hernie, vous dites, ok, non, le mal de dos, il paraît que ce n'est pas de la médecine générale. Voilà, donc pour pas trop emboliser peut-être la discussion, non, mais c'est des questions, mais on a beaucoup de mal. Et puis en plus, tous ces niveaux de preuve, qui est donc un des outils de la Haute Autorité de Santé, le grade des recommandations a baissé les niveaux de preuve du plus bas jusqu'au plus haut, qui est donc l'étude de randomisée double aveugle. Mais c'est impossible, parce que pour faire des randomisations et des doubles aveugles, il faut vraiment un panel de patients énorme. Donc on peut le faire éventuellement, mais hospitalier. Mais dans un cabinet libéral ou de ville,
Vous avez un patient que vous prenez peut-être pendant 1 heure qui n'est jamais identique au patient suivant. C'est impossible. Mais, d'ailleurs, je fais des formations, j'organise des formations en tant qu'expert pour sensibiliser les gens qui font de la médecine alternative ou complémentaire à cette notion de recherche avec 4 principes. Le primo non nocere, la balance bénéfice-risque, et puis surtout la notion de pas de perte de chance. Et puis il y en avait un 4e qui n'est peut-être pas là, je ne sais plus. Probablement l'évidence-based medicine, un peu, même si le professeur Bruno Falissard, Académie nationale de médecine et psychopédiatre, pédopsychiatre, nous a fait un topo en 2018 du côté de Lyon disant évidence-based medicine, déconstruction, reconstruction. Voilà. Donc il y a du bon, il faut la reconstruire. Je rappelle que l'évidence-based medicine, EBM, tout au centre de ces 3 axes ou de ces 3 bulles, c'est la décision médicale. Et cette décision médicale, bien sûr qu'elle doit s'aider de ces revues scientifiques, on est d'accord. Bien sûr qu'elle doit s'aider des examens cliniques, mais aussi avec le patient. C'est le patient, c'est l'ensemble de ces 3 qui donne la décision médicale que devrait donner tout médecin. Dès qu'il est aisé, cette décision médicale devrait prendre en compte ces 3 axes. Alors, au vu de tout cette conception que vous avez, dont on voit bien qu'elle n'est pas celle du médecin fonctionnalisé ordinaire et obéissant à l'ARS, vous avez été sanctionné d'1 mois d'interdiction, je crois, d'exercer la médecine par le Conseil de l'Ordre de la Réunion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, ce qui s'est passé? Alors, c'est pas exactement ça. Il y a une plainte de l'ARS, parce que je causais trop, notamment sur les myocardites, justement par rapport au vaccin, dû aux injections. Et c'est, on dit, ouais, non, il n'y a pas de myocardite, il n'y a aucun retour d'information. C'était en 2000, maintenant, la plainte, je crois, c'est juillet 2021, je crois, ou 22, je ne sais plus. Icostro, il dit que des bêtises, de Chazourne, on demande à l'ordre, c'est leur métier, de porter une plainte. Et donc, l'ordre s'est associé pour porter plainte. Et j'ai 1 mois de radiation, interdiction d'exercice, mais c'est suspensif. Donc, vous avez fait appel. J'ai fait appel et l'attente, qui sera peut-être dans des mois, mais plus ça dure, mieux je me porte, au Conseil national de l'ordre, où je me ferai un plaisir de m'y rendre. Et arrêtons, l'ordre des médecins a fait la une de la presse quasiment toutes les semaines, avec dernièrement fraude sur les élections, un petit peu avant un vice-président qui a fraudé pour 600 000 € la Sécu. Ça va, il y a un moment, l'éthique, je crois qu'on n'a pas vraiment la même définition. Et que le code de déontologie, là non plus, on n'a pas vraiment la même définition. Donc c'est un vrai régal. Et puis dans l'argumentaire, il faut que je vous le dise quand même si je l'ai dit, l'argumentaire de l'ARS qui date un contre-argumentaire du 26 septembre, mais comment ils ont pu écrire ça? Comment ils ont pu écrire ça? Dans sa requête en appel, le docteur de Chazourne n'hésite pas à remettre en cause les documents produits par l'ARS pour justifier l'absence de remontée des effets indésirables à la pharmacovigilance. D'une part, le respect du consentement libre et éclairé ne relève pas de l'ARS mais du soignant. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, ça? Le respect du consentement libre et éclairé qu'on doit demander à toute personne, notamment dans les vaccinogrammes, ne le relève pas de l'ARS mais du soignant. C'est dramatique. Parce que le soignant qui vaccine, qui injecte, médecins, infirmiers, sont persuadés qu'ils sont couverts par la hiérarchie. Pas du tout. Et d'ailleurs, il y a de la jurisprudence qui commence. Si un patient porte plainte contre le soignant qui a fait une injection, l'ARS l'a marqué. Le respect du consentement libre et éclairé ne le relève pas mais du soignant. Démerdez. Démerdez avec la justice face aux patients. Et vous savez, moi qui ai beaucoup milité, puisque j'étais auditionné à l'Assemblée nationale pour l'affaire Mediator, et Karen Frachon, Servier a voulu pénaliser les médecins par rapport au Mediator. Et puis, levée de bouclier des médecins, syndicats. Et finalement, c'est l'État qui a pris en charge. Mais les médecins étaient à 2 doigts, prescripteurs, d'être pénalement poursuivis. Ils ont réussi cette fois-ci. Mais là, de toute façon, les laboratoires se sont dédouanés des effets indésirables par contrat, contractuellement. Mais cette phrase, elle n'a pas été démentie. Monsieur le directeur de l'ARS, d'ailleurs, je vous l'ai X fois demandé. Nous avons fait des débats à Télécréole récemment. Je vous ai posé la question, monsieur l'ARS. Oui ou non, les injections anti-Covid empêchent-elles de transmettre le virus? Pas compliqué, oui ou non.
Oui ou non, les soignants injectés depuis le 15 septembre 2021 représentent-ils des risques de transmission à leurs patients? Oui ou non? On ne veut pas en savoir plus. Oui ou non, les injections protègent-elles la personne injectée d'avoir le Covid, même grave? C'est oui ou c'est non, monsieur le directeur de l'ARS de La Réunion? Oui ou non, existe-t-il une surmortalité, notamment chez le sportif jeune, et à La Réunion il y a des cas, depuis le début de ces injections? Oui ou non, connaît-on le statut vaccinal? Je rappelle que le professeur Toubiana vous a demandé, alors pas vous, monsieur le directeur de l'ARS, mais a demandé quand même le statut vaccinal des personnes hospitalisées et décédées. Et niet, impossible de savoir. Et dernière question, fondamentale, et j'aimerais que vous y répondiez. En tant qu'infirmier, monsieur le nouveau directeur de l'ARS, vous avez un devoir de réponse. Oui ou non, l'injecteur est-il pénalement responsable du consentement éclairé des injections et donc des éventuels effets indésirables graves pour tout le monde, et notamment chez l'enfant de plus de 6 mois, puisque maintenant, merci la HAS, on peut injecter les enfants de plus de 6 mois. Oui ou non, par extension, les distributeurs de ces injections, c'est-à-dire les officines, les pharmaciens. C'est oui ou c'est non. Visiblement... Ça, ce que vous nous lisez, c'est un courrier que vous avez envoyé? Non, c'est les questions que j'ai posées à 2 émissions à Télécréole, qui est la seule média qui nous a laissé la parole il y a 15 jours. Vu ce qui est marqué là, c'est non, on n'est pas protégé. Il faudrait le dire quand même ça. Ayez l'honnêteté de dire aux injecteurs qu'ils sont pénalement responsables des éventuels effets indésirables. Ils y sont, les effets indésirables. La NSM le dit. Oui, mais sauf que la NSM minimise et finalement elle brouille le message avec des pourcentages très vagues de cas graves, mais on ne sait pas lesquels, et on n'a pas de détails précis sur ce qui se passe. Alors la NSM ne brouille rien, c'est clair, texto, n'importe qui peut taper. Vous avez ce qu'on appelle un signal confirmé, c'est-à-dire le lien entre un effet indésirable et le vaccin est avéré. Vous avez 25% d'effets graves, et dans ces 25%, l'immense majorité, ce sont les décès. Les décès alors qu'on est vacciné. Déjà, et c'est les myocardites. Je vous rappelle, monsieur l'ARS, même si ce n'est pas vous, c'est votre prédécessrice, qu'on n'oubliera pas à La Réunion, qui a porté plainte contre moi pour ces myocardites. Je laisse encore une fois ce carnet à la disposition du procureur. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille que vous avez... Quand on est régulateur au centre 15, comment ça se passe? Vous avez un appel. Donc vous êtes régulateur au centre 15? Oui, jusqu'il y a encore... j'ai arrêté il y a 1 an. 30 ans d'exercice ou 25 ans. Et c'est un métier difficile parce qu'en quelques minutes, vous devez savoir en gros si la personne va mourir dans la seconde qui suit ou si elle va pouvoir bénéficier de la retraite à 65 ans. Donc, difficile, tellement difficile que quand on fait des réunions de groupes de pairs, PIRS, entre régulateurs, sur des mêmes bandes audio anonymisées, on a souvent des avis totalement différents de prise en charge, qui peut aller d'un SMUR à un laissé à domicile. Alors c'est tous des gens qui ont 30 ans de bouteille, pour vous dire que c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un qui appelle, antécédent 0, ok, docteur, j'ai mal à la poitrine, j'ai fait un malaise, je sens plus mon bras gauche, comme un pompier dans le sud de l'île. Vous avez été injecté? Oui, je l'ai reçu hier, avant-hier. Ah bon? Et vous n'aviez aucun antécédent? Non, je suis jeune sportif. Ça brouille là-dedans. Petit régulateur, un parmi 32 libéraux, plus les hospitaliers, on doit être une 50aine, chacun sur plusieurs postes, pour quelques créneaux de 6 heures, donc c'est des centaines. Mais si on ne fait pas attention aux éventuels... Expliquez-nous des centaines de quoi? En fait, la régulation, c'est évidemment des 24 heures sur 24, donc vous avez des créneaux de 6 heures, 6 x 4, 24, que vous multipliez par une 50aine de régulateurs au téléphone, tous médecins, hospitaliers ou médecins libéraux, dans toute la France c'est la même structure. Je n'ai, moi, personnellement, été un 32e ou un 50e de quelques créneaux horaires sur une période où j'avais noté pendant quelques semaines. Donc, si on prend le temps de faire des remontées d'informations, ce que j'ai proposé au SAMU, ils vous ont voulu demander à l'ARS a accepté. Ils n'ont pas accepté pour faire la remontée d'informations. Ils ont accepté de mettre un nouveau codage, en fait, pour savoir si les gens étaient injectés ou pas. Ils sont un peu pervers quand même. C'était absolument pas. Mais ça permettait de savoir s'ils étaient injectés et donc insuffisamment injectés. Parce que si monsieur ou madame n'avait qu'une dose, il en faudrait une deuxième, une troisième, une huitième. Voilà, donc le boule. Donc après, on n'a pas de retour, on n'a pas de suivi, nous. C'est en fait, par contre, ayant le numéro de fiche, les coordonnées du patient, la photo d'écran, madame le procureur
peut faire une enquête sur le suivi de ces personnes. Je ne sais pas qu'elles sont devenues, on n'a pas de suivi. Nous, quand on raccroche, c'est fini. Mais voilà, j'ai noté. Et visiblement, les myocardites sont quelque chose maintenant qui sont admis par la NSM, sachant qu'avec un taux de remontée d'informations qui ne dépasse probablement pas les 5%, donc de toute façon, il y en a énormément. C'est admis, on sait qu'on meurt. Et puis, mais ils disent, oui, de toute façon, c'est moins grave que les myocardites dus au vaccin. Ah bon, ok, ben moi j'aimerais avoir des études, quoi, c'est tout. Vous savez, moi je suis un petit médecin de base, de terrain, je n'ai pas fait de grandes études, j'observe. Donc je suis factuel, je ne me passe pas mon temps à Internet à faire des retours d'informations de ce que je dis sur Internet. Tout ça, c'est du factuel. Madame la procureure, vous avez un vrai devoir d'information. Et voilà, donc à ce jour, au bout de 3 ans, on pense à faire autre chose, on pense à être dans le soin, notamment avec des médecines alternatives, et puis ça va prendre du temps. Le temps viendra, le temps de la justice est en train, d'ailleurs, le temps de la justice est en train d'arriver. On a fait notre boulot, mais surtout jamais, il faudra que jamais, ils puissent nous dire, oui, à cette époque, on ne savait pas. Ben non, parce que le comité scientifique, le conseil scientifique indépendant auquel j'ai la chance d'appartenir, avec Perron, Fouché, enfin, tous ces gens-là merveilleux, tout est marqué, tout est filmé, tout est argumenté, et pas depuis, le conseil scientifique date depuis janvier 2022, avec la première séance le 1er avril 2022, tout est marqué. À cette époque-là, vous me disiez, mais non, on n'en sait rien. Si, on en savait. Donc le juge tranchera. Est-ce qu'à cette époque-là, on savait ou pas qu'il y avait des myocardites? Est-ce que donc on devait attaquer le docteur de Chazaume parce qu'il a dit une énorme fake news, c'est qu'il y avait un risque? L'imputabilité, c'est autre chose. On sait rien. Mais moi, ce que je veux, c'est des autopsies et une enquête. On a l'impression que ça a complètement disparu de la circulation. Un jeune qui meurt à 16 ans d'infarctus, ça n'existait pas avant. On mourait d'infarctus à 50, un peu moins, maintenant un peu plus jeune, à cause du tabac et autre chose, mais un jeune qui meurt sur un terrain, alors ça, il peut avoir des troubles du rythme, mais un jeune qui sort, qui meurt dans la cour de son lycée, et comme il y a eu, ça n'existait pas. Donc il y a de nouvelles maladies qu'on va dire, oui, c'est le Covid long, c'est ok, il n'y a pas de souci. Concrètement, vous estimez à combien, statistiquement, pendant vos séances de régulation, à combien la part des effets secondaires graves du vaccin? C'est-à-dire que par exemple, la jeune fille que vous citiez, ou les cas que vous citiez de myocardite, est-ce que vous étiez en mesure, parce que c'est l'argument de la NSM, vous le savez, c'est de dire c'est du déclaratif, on ne peut pas prouver qu'il y a un lien. Est-ce que vous êtes en mesure de documenter l'imputabilité, comme vous dites, au vaccin? Alors, ces décideurs, ils ont toujours la même réponse, mais je rappellerai que les valvulopathies du médiator, c'est du déclaratif. S'il n'y avait pas le comité de pharmacovigilance, je crois, de Besançon, qui avait un petit peu outrepassé certains individus pour faire remonter les informations, on n'en serait pas là. C'est du déclaratif. Et comme je disais au début, c'est l'observationnel, c'est du déclaratif. On n'a ni les moyens, ni l'argent, ni le temps pour faire le boulot de ces financeurs qui sont un tout petit peu bien payés quand même. Et quand on est allé rencontrer, je crois que c'était en mars 2022, le directeur de la veille sanitaire, je lui ai dit, écoutez, moi, quelqu'un qui m'appelle au 15, à qui je dis depuis des mois, soit restez chez vous, soit vous prenez du Doliprane. Je dis, moi, Doliprane, ça donnait énormément d'hépatite pour le chikungunya, notamment dans l'Est, dans l'île. Stop, moi je suis pas d'accord. Est-ce que monsieur le directeur de l'ARS, directeur de la veille sanitaire, monsieur le professeur Xavier de Paris, que nous avons rencontré, j'ai rencontré, il dit, vous êtes d'accord, faire une étude randomisée, ivermectine, Doliprane? Ouais, non, de toute façon, il faut demander l'avis du préfet. Ok, bon, le préfet, j'ai bien réussi à le voir, mais c'est pas grave. De toute façon, vous n'aurez pas. Vous n'aurez jamais là. Pourquoi? Vous avez un organisme qui s'appelle REACT. Vous connaissez peut-être. Comme par hasard, vous avez les mêmes gens dans les instances scientifiques, gouvernementales de REACT. Et REACT, il n'y a pas un seul projet qui sortira pour faire remonter les informations si REACT n'est pas d'accord. Vous imaginez bien que ça n'a jamais pu se faire. Pourtant, on l'a fait pour le chikungunya avec la nivaquine, pour le chikungunya. Dans les éprouvettes, ça marchait. In vivo, quand on a levé l'instu, puisque faute de patient, on a levé l'instu, c'était kiff-kiff. Donc me demander des chiffres à moi, je répondrai comme Véran, effectivement, seuls les chiffres ne trompent pas, mais ayons les chiffres. Quand la CADA refuse de donner le statut vaccinal des personnes décédées, c'est pas mon boulot quand même. Mon boulot, c'est un lanceur d'alerte, c'est déjà pas mal. Donc statistiquement, j'en sais rien, évidemment, c'est pas un injecté sur 2, heureusement. Mais même un injecté sur 100, c'est énorme. Un enfant de 16 ans qui n'a rien demandé à personne, pour une injection, on sait que ça ne sert à rien, ça n'empêche pas la transmission, notamment chez les personnes âgées, et ça ne protège pas les formes graves, je suis désolé, on n'a pas le droit de le faire mourir, ce monsieur.
même 1%, même 1 pour 1000. Ça s'appelle la balance bénéfice-risque, qui actuellement, on le sait bien, Vincent Pavant et Emmanuel Darle le disent et vont le redire plusieurs fois, c'est qu'on est dans une balance négative maintenant. Balance négative pour mettre en jeu des injections qui coûtent une fortune en plus. Stop, stop. Ayez l'honnêteté, c'est ce que j'ai proposé à l'ordre, ici le 15 décembre. Messieurs de l'ordre, on n'est pas là pour vous aider, on est là pour vous aider. Il faut que tout le monde, il faut que personne ne sorte meurtri de ça. Ayez le courage de regarder. Si je vous ai envoyé par huissier quelques heures, juste avant ma venue, de notamment un certain nombre de la Société française de cardiologie à propos des myocardites, vous avez quand même 700 000 myocardites en puissance qui naviguent là partout. Alors c'est pas forcément mortel, c'est sûr, mais qui auraient peut-être droit à une scintigraphie myocardique, qui est le seul examen qui permet de savoir s'il y en a ou pas. Travaillons ensemble, et puis faisons un retour d'information. L'ARS, mais c'est votre boulot de faire des retours d'information. Faisons comme le procureur de Marseille, c'est comme ça que l'affaire Levothyrox est sortie. Le procureur de Marseille a installé à Marseille un guichet unique. Les gens qui pensent avoir un effet indésirable par rapport à une substance, c'était le Levothyrox, mais pourquoi pas les injections, eh bien vous venez déclarer. Et puis à l'ARS de voir, ouais, celui-là il dit n'importe quoi, ok. Celui-là, 17 ans, aucun antécédent, il a fait le vaccin la veille, il a des trous, celui-là je le garde. Puis on pourrait imaginer un petit comité d'experts pour dire, ouais non, en fait celui-là, j'ai appelé, il avait quand même un antécédent. Ouais. Mais c'est comme ça s'appelle de l'observationnel. Quand Milton Erickson dit par rapport à l'hypnose, la règle des 3 O, observer, observer, observer. La médecine, c'est de l'observationnel. Et donc, voilà. Donc, moi, mon petit boulot de médecin, je l'ai fait. Je pense à autre chose, je suis passé à autre chose, mais jamais je les lâcherai. Parce que je pense que c'est des gens qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Et coupable mais pas responsable ou l'inverse, je ne sais plus, ça ne marchera pas. C'est pas comme dans le cyclisme, ça. Hein, ça est-il vrai qu'il a été interdit de faire des autopsies sur les décès suspects après la vaccination? Je n'ai pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est que l'autopsie est soit demandée par le procureur immédiatement, donc dans un cas de décès suspect, et il y a 3 ans, tout décès à 15 ans, 20 ans était suspect jusqu'à mort, donc il y avait forcément une autopsie. S'il n'y a pas de décision de justice préconisant une autopsie, c'est à la demande de la famille. Et ça coûte de l'argent, c'est très long, et je ne sais pas trop. Après, le deuxième problème, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins légistes. Comme il y a de moins en moins de médecins, mais ça, ils ont voulu qu'il n'y ait plus de médecins, il y a plus de médecins. Hein. Donc, je n'ai pas cette notion d'interdire l'autopsie. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Donc moi, quand je ne connais pas une réponse, je ne donne pas la réponse. Je ne sais pas. Très bien. Bon, on espère que vous reprendrez une vie normale. Vous avez déjà une date pour votre audience en appel? Ben non, donc j'ai reçu gentiment un courrier d'un contre-argumentaire au mois d'octobre par la ARS de La Réunion. J'avais jusqu'au 3 janvier pour faire ma contre-argumentaire, qui est là d'ailleurs. Je pense qu'ils vont avoir du mal à refaire un contre-argumentaire, parce que franchement, ils vont avoir du mal. Mais ils ont le droit, donc ils ont probablement jusqu'au mois d'avril. Ensuite, ils vont m'envoyer le contre-argumentaire, et j'aurai encore 2 mois. Voilà, 2024, 2025. Bon, voilà. Mais je suis prêt. Hein. Ça vous laisse le temps dès demain, la fin de l'obligation vaccinale. Ah oui, bah, la Haute Autorité de Santé, il y a des oui-dire qui disent, mais attention, qu'est-ce qu'il y a en échange? Mais surtout, on aura, je pense, à cette époque-là, beaucoup plus de lisibilité et de visibilité sur ce qui s'est passé. Donc moi, je suis prêt. Dès demain, je peux m'envoyer pour Paris, il n'y a aucun souci. Mais si c'est dans 6 mois, c'est bon. En tous les cas, on ne sera pas seul. Et surtout, on aura une grosse besace avec l'argumentaire. Et ça, devant un juge, c'est imparable. Bon, merci beaucoup. Et puis j'espère que vous nous tiendrez au courant de la suite.